L'examen de la boîte noire du Boeing de la Pan Am, le silence de l'équipage accrédite la thèse de l'attentat. Arafat chez le pape au Vatican, une rencontre écuménique. Jean-Paul II a prôné l'entente entre les Juifs et les Palestiniens. Le TGV espagnol sera français. La décision vient d'être prise à Madrid, un succès considérable pour l'industrie française. Fin du conflit des transports et des postes à Marseille, à Paris, retour progressif à la normale, c'est la trêve dans les grèves. Au tableau d'honneur de cette semaine, un médecin, il utilise les jouets pour soigner les enfants, cette circonstance. Bonsoir, et tout d'abord un cocorico pour l'industrie française, il est mérité. Les Espagnols ont choisi il y a quelques minutes leur train à grande vitesse, Madrid-Séville. Ils avaient le choix entre le japonais, l'allemand et le TGV français. Eh bien c'est ce TGV français qui a été choisi, un beau cadeau de Noël de la part des Espagnols pour Alstom et les autres. Un contrat qui en effet dépasse le milliard de francs. Jean-Pierre Métivé. Après 2 mois d'une insoutenable attente, de combats acharnés, de décisions ajournées, le voici. Le train espagnol à grande vitesse sera français, version TGV Atlantique, superbe bête racée filant à 300 km/h. Alstom en livrera 24 d'ici à 1992 pour 1,5 milliard de francs. Le vaincu, le TGV allemand, l'Intercity de Siemens, encore à l'état de prototype et à qui les Espagnols viennent de porter les stockades. Mais les Allemands n'ont pas tout perdu. Ils emportent un contrat de 75 locomotives classiques à construire en Espagne. L'Europe est sauve. Une décision politique. Avec ce panachage franco-allemand, l'Espagne réserve aux 2 concurrents des chances égales dans l'immense marché futur. 100 milliards de francs pour moderniser tout le réseau ferré espagnol d'ici l'an 2000. Mais le plus important reste tout de même le choix espagnol en faveur du TGV français. C'est la première fois qu'un train à grande vitesse s'exporte hors de ses frontières, une carte de visite fabuleuse pour la suite. En 1992, 5 lignes TGV en Europe utiliseront la technique Alstom. D'autres suivront, mais peut-être pas entre Paris et Francfort, lorsqu'il s'agira de réaliser un TGV franco-allemand. Là, compte tenu des relations entre Alstom et Siemens, cela risque bien d'être à nouveau la corrida. Le Boeing de la Pan Am maintenant, incertitude ce soir, 48 heures après la catastrophe de l'avion qui s'est écrasé en Écosse. Mais les enquêteurs penchent de plus en plus pour la thèse de l'attentat. La boîte noire de l'appareil a été examinée. Ses résultats ne sont pas décisifs, mais le silence de l'équipage, le fait qu'il n'ait parlé d'aucun problème technique, semble bien montrer qu'il y a eu une explosion soudaine et donc sans doute un attentat. L'enquête en Grande-Bretagne, Philippe Arroir. Plusieurs familles américaines sont arrivées cet après-midi en Grande-Bretagne. Certaines se sont rendues immédiatement à Lockerbie, malgré les recommandations des autorités qui souhaitent que tous les corps soient retrouvés avant de procéder à leur identification. Comme ce n'est pas le cas, les recherches autour de la petite ville écossaise se poursuivent. 600 personnes y participent. Des militaires munis de sacs en plastique collectionnent un maximum de débris, dont l'analyse minutieuse pourra dire avec certitude s'il y a eu ou non sabotage. Le décryptage des boîtes noires n'a rien décelé d'anormal, sinon un léger bruit à la fin de l'enregistrement, peut-être une explosion, mais ce n'est pas certain. Il faut attendre, insiste le directeur des recherches, M. Mick Charles. Pour l'instant, on ne peut rien conclure. Cela dit, le fait que l'avion se soit désintégré à haute altitude, le fait que les débris soient éparpillés sur près de 20 km, conforte pour beaucoup la théorie de la bombe. Le ministre britannique des Transports, Paul Shannon, a confirmé que les Américains avaient bien signalé la possibilité d'un attentat contre un avion de la Pan Am. Message transmis aux dirigeants de la compagnie, mais pas aux autorités de l'aéroport d'Heathrow, ce qui paraît bien étrange. À Lockerbie, on se prépare à célébrer Noël avec le cœur serré. Cette tragédie, c'est aussi 17 habitants du village absents. Ils ont été brûlés dans leur maison, heurtés par l'avion en feu, mercredi soir. Et du côté des revendications, c'est beaucoup plus flou. La piste du Hezbollah est démentie formellement par les Iraniens. Il y a eu aussi une revendication libyenne aujourd'hui assez peu crédible. De son côté, le chef de l'OLP, Yasser Arafat, a condamné avec virulence l'attentat présumé contre l'avion de la Pan Am. Un crime, non pas contre un État, mais contre l'humanité tout entière, a dit M. Arafat. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, une polémique. Fallait-il révéler ou non au public les menaces proférées contre la Pan Am? À Washington,
Jacques Abouchard. En quittant la Maison-Blanche pour son ranch californien où il réveillonnera, Ronald Reagan a présenté ses condoléances aux familles des victimes de la catastrophe aérienne. Il a été harcelé de questions sur le thème « Pourquoi n'avoir pas révélé au public les menaces qui pesaient sur la Pan American ?» Réponse : toutes les précautions avaient été prises. Kenneth Gibson, père d'un soldat tué dans l'accident, n'est pas d'accord. Effondré, il reproche son silence à l'administration. Un sentiment de frustration et de colère partagé par de nombreuses familles de disparus. Un premier groupe de parents de victimes est parti en Écosse par un vol spécial. Le département d'État s'en tient à sa position officielle exposée par Phyllis Oakley. Les États-Unis, dit-elle, reçoivent des douzaines de menaces quotidiennes qui sont toutes examinées sérieusement. Question, y a-t-il eu attentat en représailles de la destruction accidentelle d'un avion de ligne iranien par la marine américaine dans le golfe Persique en juillet dernier? Pour William Sessions, directeur du FBI, c'est le point crucial de l'enquête que ces hommes vont mener conjointement avec les spécialistes de Scotland Yard. Il est exceptionnel que le FBI, la police fédérale, opère en dehors du territoire américain. Mais cette intervention s'explique par le fait que l'hypothèse la plus fréquemment retenue soit celle d'un acte terroriste. Mais du côté américain, on n'exclut pas non plus qu'il puisse s'agir aussi d'un accident. Et dans les aéroports internationaux, aujourd'hui, il régnait une assez grande tension, bien sûr. Il y a eu une nouvelle alerte à la bombe à Heathrow, l'aéroport de Londres. Il y a eu aussi un Boeing d'Air India qui a dû rebrousser chemin. Fausses alertes dans les deux cas. En France, les mesures de sécurité ont été renforcées sur les aéroports. Comment s'effectuent les contrôles? Sont-ils suffisants? Sont-ils complètement efficaces? Réponse, Laurent Boussier. Portique de détection, passage au rayon X, fouille des bagages et fouille corporelle. Depuis longtemps, ces mesures de sécurité appliquées de manière systématique dans les aéroports dissuadent les terroristes de monter à bord des avions avec des armes ou des explosifs. Des mesures renforcées parfois par l'utilisation de chiens chercheurs d'explosifs et par un comptage systématique des bagages de soute, chacun correspondant obligatoirement à un passager assis dans l'avion. Des mesures efficaces, mais qui trouvent quand même leurs limites si le ou les terroristes ont décidé de sacrifier leur vie. Alors, pour certaines compagnies ou pour certaines destinations dites sensibles, il faut aller plus loin. Interrogation poussée des passagers par des agents de sécurité ou passage des bagages de soute au rayon X. Aujourd'hui, l'instrument idéal, celui qui permettrait de s'assurer qu'aucun explosif ne monte à bord des avions, n'existe pas, mais il est à l'étude dans une société filiale du commissariat à l'énergie atomique. Son principe est simple, les bagages mis sur un tapis roulant passent à l'intérieur d'un caisson où ils sont soumis à un bombardement neutronique. Chaque matière réagissant différemment à ce bombardement, l'ordinateur qui analyse les résultats déterminera s'il y a présomption ou non d'explosif dans le bagage. Nous avons vérifié que le principe fonctionnait et nous allons maintenant, dans les mois à venir, passer au stade réel, concret, encore expérimental mais concret, probablement d'ailleurs en commençant par Aéroports de Paris. Mais si les pays riches consacrent de plus en plus d'argent à la sécurité de leurs aéroports, d'autres plus pauvres ne pourront pas ou ne voudront pas se payer ces matériels coûteux. Ceux-là resteront alors des pays ou des aéroports à risque. La trêve dans les grèves, je vous le disais en titre, la situation sociale s'est singulièrement adoucie au moment des départs en vacances. Seul conflit très visible, celui des péages des autoroutes, un taux de participation variable, mais au fond ceux qui partent en vacances ne s'en plaindront pas, car certains auront la chance de ne pas payer du tout de péage. Dans les transports parisiens, la grève s'est arrêtée, vous le savez, le trafic redevient à peu près normal progressivement. Enfin, à Marseille, les traminots, les conducteurs de tramway, ont accepté l'accord et le conflit prend fin. Marseille, Patrice Velay. Le Noël des Marseillais, avec un peu d'avance, un vote de reprise à la régie des transports. Consultation de la base toute la journée, bulletin secret pour une issue prévisible, 80% de oui à l'accord syndicat-direction d'hier soir. 2,2% d'augmentation, plus 236 francs mensuels de complément de salaire, plus 1300 francs de prime grâce aux bons résultats de la régie en 88. En revanche, pas de paiement des heures de grève, 1 heure par jour depuis le 18 octobre. Un accord trouvé dans le cadre financier défini par la mairie dès le début du conflit. Un accord enfin après 10 semaines de galère pour les usagers.
Ah, ce serait un magnifique cadeau pour les Marseillais. Je trouve ça diplomatique, oui. Je pense que ça ferait bien de s'arrêter pour que demain on puisse faire nos courses au centre-ville. Non, il fallait qu'ils arrêtent plus tôt. C'est pas 2 jours de Noël que les gens vont faire leurs achats, que les commerçants vont récupérer leur... Les commerçants vont faire leur chiffre d'affaires en 2 jours, c'est pas possible. Reprise sous haute tension en revanche pour les postiers, particulièrement au centre de tri de Marseille-Gare. Les 500 francs promis aux non-grévistes pour la reprise ont du mal à passer. La direction n'espère pas de retour à la normale avant une quinzaine de jours. Il y aurait 17 millions d'objets et de lettres à remettre dans le circuit de distribution. Et à propos des départs, cet accident sur la ligne de train Paris-Bordeaux, une passerelle qui s'est effondrée sur la voie ferrée à Poitiers. Il y a 2 morts et 4 blessés. Le trafic a été interrompu. Agnès Poirier. Depuis cet après-midi, la ligne SNCF est coupée entre Paris et Bordeaux. Plus aucun train ne circule, une passerelle en construction s'est effondrée sur la voie. 6 ouvriers y travaillaient à 15 mètres de hauteur. Ils ont été projetés au sol. 2 d'entre eux sont morts, les autres sont grièvement blessés. Personne ne s'explique encore comment l'accident s'est produit. Les structures métalliques et le coffrage étaient en place. Les ouvriers commençaient de couler les 7 tonnes de béton quand tout s'est effondré. La passerelle s'est renversée, c'est tout. Et je ne peux pas vous en dire plus car c'est quelque chose d'incompréhensible, aussi bien pour la SNCF que pour moi-même, c'est tout. Mais les normes de sécurité n'étaient pas respectées. Les ouvriers travaillaient sans harnais. Le fils d'une des victimes qui travaille également sur ce chantier accuse. Pour faire des cons comme ça, là, qui basculent tout, on marche sans sécurité, sans rien, hein, et résultat, il y a des morts. Hein. La voie ne sera dégagée que dans la soirée. Un service de bus est en place, les trains sont détournés. Ils arriveront en gare de Paris et de Bordeaux avec 3 heures de retard. Yasser Arafat, chez le pape, le leader palestinien a été reçu 20 minutes par Jean-Paul II dans sa bibliothèque privée. Une visite qui prend bien sûr une signification particulière, 1 semaine après le discours d'Arafat à Genève à l'Assemblée générale de l'ONU. Aubry Edler. L'image est toujours aussi surprenante. C'est pourtant la 2e fois que Yasser Arafat rencontre ainsi Jean-Paul II au Vatican. Mais depuis 1982, les choses semblent avoir bien changé et c'est en chef d'État que le leader de l'OLP, 1 semaine après son discours devant l'ONU et l'amorce concomitante de dialogue avec Washington, a été reçu par le souverain pontife. Une audience privée avec échange de cadeaux qui revêtait donc une signification particulière, Jean-Paul II souhaitant à nouveau montrer toute l'attention qu'il porte aux affaires du Proche-Orient. Exhortant au dialogue toutes les parties en présence, le pape a notamment exprimé sa profonde conviction qu'Israéliens et Palestiniens ont un droit identique fondamental à avoir leur propre patrie. Un encouragement supplémentaire venu du Saint-Siège pour Yasser Arafat, qui au moment même où il poursuit une tournée diplomatique, doit pouvoir compter sur un large soutien européen pour l'organisation d'une conférence internationale sur la paix au Proche-Orient. Les Arméniens, 2 semaines après la tragédie, avec des bilans terrifiants, celui des morts bien sûr, mais aussi celui des sans-abri. Ils sont 1 demi-million. À ce jour, 92 000 d'entre eux ont été évacués des zones sinistrées. Ils sont maintenant accueillis dans différentes républiques soviétiques. Ils sont accueillis aussi à Moscou, pour certains d'entre eux. Mais à Moscou, ils manifestent et surtout, ils sont très surveillés. Reportage de notre envoyé spécial, Dominique Thiers. Un amateur de films vidéo un peu particulier. Ce sont les mêmes qui un jour portent l'uniforme, vérifient nos identités ou bien à l'occasion enregistrent en civil les visages et les commentaires des réfugiés arméniens. Débusquer les meneurs potentiels, les provocateurs comme l'on dit ici, telle est sans doute leur mission. Si à Moscou, les Arméniens s'expriment relativement librement, ce n'est pas le cas là-bas. À Yerevan, en quelques semaines, des dizaines de personnes ont été arrêtées. Sergueï Grigorian a subi le même sort. Il a été interpellé le 28 novembre et condamné à 30 jours de prison pour insoumission aux autorités. Il édite à Moscou une revue en vogue, Glasnost. Le paradoxe est de taille, le mot veut dire transparence, les officiels soviétiques l'emploient tous les jours, elle a néanmoins ses limites. Je suis inquiète, nous dit sa femme, car si l'on s'en tient à ce que dit la presse, la Pravda, Gorbatchev a décidé de régler le compte des nationalistes du mouvement Karabakh par la force. Mon mari est pour eux un gêneur, un témoin, et il risque d'être assimilé au leader du mouvement arménien. Le Karabakh, c'est ce petit bout de terre, une enclave arménienne en territoire d'Azerbaïdjan.
La population demande son rattachement administratif à la grande sœur voisine. L'Azerbaïdjan s'y oppose farouchement. Le tremblement de terre a provisoirement modifié les données du conflit. L'urgence, répètent sur place les officiels soviétiques, est à la reconstruction de la République dévastée. Toutes les mesures, tous les efforts seront faits dans ce sens, affirmait juste avant son retour pour Moscou Nikolai Ryzhkov, le président du Conseil des ministres. Du même coup, il dénonçait ceux qui tentaient de déstabiliser la région par des revendications nationalistes. Dangereux aventuristes, malfaiteurs, personnages corrompus, c'est ainsi que sont présentés par la presse les leaders du mouvement. Pour Théodore Tchelov, le pouvoir soviétique a été surpris par l'ampleur de la crise. J'ai l'impression que les représentants du pouvoir et Gorbatchev lui-même, ils n'étaient pas prêts de voir vis-à-vis de soi des mouvements populaires assez forts et enfin, avançant des problèmes, des idées qui seraient... Bon, qui pourrait faire de la concurrence aux idées officielles. C'est au réveil de l'ensemble des républiques soviétiques que doit faire face Mikhaïl Gorbatchev. Un plénum du comité central est convoqué pour juin 89. À l'ordre du jour, les rapports entre le Kremlin et les républiques fédérées. Tout à l'heure à Paris, place du Trocadéro, avait lieu un rassemblement de soutien à l'Arménie à l'appel de la Croix-Bleue et de SOS Arménie pour le maintien de l'aide humanitaire, bien sûr, mais aussi pour la protection des Arméniens d'Azerbaïdjan. Ce soir, concert à Pleyel sur le même thème de très nombreux artistes, parmi lesquels Charles Aznavour, Brigitte Engerer, la pianiste, Daniel Barenboim, Isaac Stern. Chantal Kimerlin a rencontré plusieurs d'entre eux. Regardez, écoutez. L'un vient d'Urs, Yuri Bashmet, l'autre des États-Unis, Isaac Stern. Deux immenses talents qui ne se connaissaient pas hier. Ils ont répété ce matin pour la première fois devant notre caméra pour jouer ensemble ce soir pour l'Arménie. Tous les artistes qui seront sur la scène seront toujours, comment on dit, aware, conscients que pourquoi on y est. C'est-à-dire pour un drame humain. Oui, c'est ça, c'est ça. Et on peut l'expliquer parce que si vous faites... On ne doit pas utiliser les mots. Il y a tout là. Voilà, c'est ce soir à Pleyel. Il y a encore des places, n'hésitez pas à y aller. En marge de cette tragédie arménienne, cette décision des soviétiques, ils ont arrêté la construction de 6 centrales nucléaires, des centrales qui se trouvaient dans des lieux sensibles justement au tremblement de terre. Dans l'actualité internationale encore, l'Iran, la Grèce et les États-Unis. Synthèse en images, Olivier Lerner. Écuménisme à la mode islamique. Le président du Parlement iranien souhaite, avec 48 heures d'avance, un joyeux Noël au monde entier au nom de la République islamique iranienne. Ali Akbar Hachemi Rafsanjani espère, je cite, que les enseignements du Christ influenceront les grands dirigeants chrétiens oppresseurs. Décidément, la police du Pirée ne veut pas en démordre. Elle accuse une nouvelle fois Laurent Vigneron, le jeune Français tué sur le site de Poros, d'avoir fait partie du commando terroriste. Des témoins oculaires l'auraient vu, l'arme à la main. Une version contredite par la police d'Athènes qui n'a apporté à ce jour aucune preuve de la culpabilité de Laurent Vigneron. Il y a quelques semaines, les magistrats antiterroristes français avaient fait le voyage. Pour eux, aucun doute, Laurent Vigneron est bien la victime d'une opération montée par le groupe Abounida. Louis Sullivan est médecin, il a 55 ans, il est noir et occupera le poste de secrétaire à la santé et sera chargé également des questions humanitaires. Premier coup d'éclat, il se prononce pour le libre choix de la femme en matière d'avortement. George Bush, en campagne, s'était prononcé contre l'avortement. Louis Sullivan a vite révisé son jugement. Seuls les cas de viol, d'inceste ou l'hypothèse d'un danger couru par la mère dans la mise au monde de son enfant
lui, paraît désormais justifier l'avortement. L'intronisation s'est néanmoins déroulée sans douleur. En commençant ce journal, je vous parlais de la décision des Espagnols. Ils ont choisi le TGV français pour réaliser leur train à grande vitesse entre Marseille et Séville. Un beau cadeau de Noël pour Alstom et les industriels français, enfin surtout Alstom. Justement, Christophe Marté a pu interroger M. Desgeorges, le patron d'Alstom, il y a quelques minutes. Écoutez sa satisfaction. Cette commande consacre la suprématie de notre société et de la technique française en matière de grande vitesse. D'autre part, ce n'est qu'une référence de plus pour le TGV européen. C'est aussi une référence de plus pour l'exportation. Et pour l'Alstom, au moment où nous avons fait cette grande alliance avec nos amis anglais, c'est la confirmation de notre rang de premier constructeur mondial en matière ferroviaire. D'autres trains maintenant. Des trains miniatures, vous allez le voir. Les jouets, c'est le moment ou jamais d'en parler, bien sûr, nous approchons de Noël. Nous allons y revenir dans un instant avec notre invité. C'est un médecin qui utilise les jouets pour soigner les enfants. Vous allez voir, c'est étonnant. Mais tout d'abord, un reportage qui fera sans doute plaisir à tous les papas, c'est-à-dire à tous les garçons de ma génération, par exemple. Un reportage sur les trains électriques, et pas n'importe lesquels. Il s'agit des trains Märklin. Märklin, c'est le numéro 1 mondial du train miniature. Petite consolation pour nos amis allemands qui viennent de perdre le marché du TGV espagnol. Reportage en Allemagne, chez Märklin, Philippe Rochaud. Le musée du train électrique à Göppingen, dans la banlieue industrielle de Stuttgart, pèlerinage obligé des enfants des écoles avant Noël. C'est là qu'est né en 1900 le premier train électrique. Aujourd'hui, certaines locomotives miniatures de série limitée se vendent jusqu'à 150 000 francs. Chez moi, j'ai aussi un train avec des rails larges comme ça et une locomotive grosse comme ça. Le train électrique reste la passion des peuples d'Europe centrale. La firme Märklin, qui a inventé ce jouet, met aujourd'hui les derniers cris de la technologie au service de la tradition. Robotisation pour le moulage des locomotives en tôle fine, mais aussi et surtout travail manuel. 80% du travail sur ces trains miniatures est fait à la main. Entre le moulage et la sortie d'usine, il faut compter 7 à 8 mois de fignolage, de peinture, de décoration et de contrôle. Presque autant que pour une véritable locomotive. C'est le prix que l'entreprise est prête à payer pour maintenir vivant un jeu traditionnel sérieusement concurrencé par les voitures téléguidées ou d'autres trains électriques plus grossièrement fabriqués. Le marché du train électrique n'est pas aussi fort qu'autrefois, mais il s'est quand même relevé ces dernières années. Les prix ont aussi changé, la notion de loisir, de temps libre a évolué, et c'est un passe-temps encore très apprécié. Avec un chiffre d'affaires de 500 millions de francs, les inventeurs du train électrique estiment qu'ils ont encore de beaux jours devant eux. Ils viennent de lancer sur le marché un nouveau système électronique où les puces d'ordinateur permettent de commander 250 trains à la fois. Une technique qui augmente les coûts de production et les prix de 30% et oblige les 1600 ouvriers de la firme à suivre constamment le progrès technique. Mais c'est à ce prix que la firme Märklin reste le premier producteur de trains miniatures au monde, avec 7 millions de modèles uniquement en Europe et un intérêt sans cesse renouvelé, surtout dit-on chez les parents. Au tableau d'honneur ce soir, le docteur Marcel Ruffo. Il est pédopsychiatre et dans 2 hôpitaux de Marseille. Sa particularité, il utilise les jouets comme instrument thérapeutique. Le jouet, en fait, pour soigner les enfants. Bonsoir, docteur Ruffo. Bonsoir. Est-ce que vous utilisez encore des trains électriques dans les jouets que vous proposez aux enfants? Non, je suis un peu comme vous, mais je n'ai pas de garçon, j'ai une petite fille, alors je souffre beaucoup dans ma paternité, sinon j'aurais acheté un train électrique. Non, les trains électriques, c'est un joli jouet, mais c'est souvent les pères qui se l'achètent pour eux. Bon, cela dit, utiliser les jouets comme ça, comme soin pour les enfants, c'est courant dans les hôpitaux français, non? Je crois que ça devient très courant, en tout cas ça devrait devenir contagieux, mais c'est une vieille notion. Regardez ce que m'a préparé par exemple Monica Burkhardt du musée d'art décoratif. Voilà trois Car vous objets. êtes en ce moment au musée d'art décoratif, je le précise. Oui, nous sommes parfaitement heureux au musée d'art décoratif. Alors regardez 3 objets. 3 objets à bruit pour les bébés. 18e, 1920 et un actuel. Donc depuis toujours, pour avoir des relations avec les bébés, pour les faire naître au monde, il a fallu avoir des jouets à bruit pour que les bébés, entendant un bruit, communiquent avec nous. Alors je crois que ce qui est intéressant, c'est que les enfants malades ou handicapés, pour une fois, peuvent aider les enfants non malades et non handicapés.
car ils sont révélateurs, ces enfants malades, de l'intérêt du jeu et du jouet lors de moments difficiles de leur vie. Mais vous avez créé des ludothèques, c'est ça, dans les hôpitaux? C'est ça. Alors, c'est quoi une ludothèque? Alors, une joujothèque, une ludothèque, c'est un endroit, par exemple, avec une équipe générale, c'est-à-dire l'équipe soignante, les bénévoles et les enseignants, où l'enfant doit aller choisir un jouet en même temps qu'il est hospitalisé. Par exemple, regardez le jouet le plus fameux d'Antenne 2. Ah, ça. Ce jouet est on en opère beaucoup, on en consomme beaucoup, parce qu'on les palpe d'abord, on leur palpe le ventre, ou on les perfuse, on les transfuse, on les opère. On en fait une grosse consommation. Ceci dit, en même temps que les troubles du sommeil, ils traitent aussi la peur d'être opéré ou d'être traité ou d'avoir des piqûres. C'est-à-dire expliquer, vous faites piquer les ours par les enfants pour leur expliquer tout ça, le principe de l'opération? Les enfants peuvent bien sûr les opérer, ou alors l'infirmière, par exemple, perfuse l'ours avant de perfuser l'enfant. Et l'enfant, après, une fois que l'ours a subi ses soins, subit les soins avec plus de volupté. En tout cas, il a vu que l'ours, lui, il protestait pas beaucoup et ça l'amuse bien. Il y a toujours une polémique, particulièrement en ce moment aux États-Unis, sur le problème des jouets dangereux, vous savez. Enfin, pas vraiment dangereux, les jouets, par exemple, les jouets guerriers, les chars, les fusils, etc. C'est un peu dépassé, ça, comme polémique, non? Je crois que c'est assez dépassé parce que les jouets guerriers font partie des jouets. Je crois que c'est intéressant qu'au contraire ce soit des jouets plutôt que des néo-jouets fabriqués par les enfants qui sont beaucoup plus dangereux que ceux que fabriquent par exemple les fabricants français. Lorsqu'un enfant n'a pas de jouets guerriers, parce que des parents disent attention aux jouets guerriers, il se fait un arc avec des baleines de parapluie cassées ou un lance-pierre et c'est beaucoup plus toxique qu'un fusil ou une représentation ou un jouet interactif pour tirer sur la télévision. Dernière question, docteur Ruffo. Il y a eu, vous le savez, des collectes de jouets pour l'Arménie, bien sûr, pour les enfants qui ont été particulièrement traumatisés par ce tremblement de terre. Vous avez le sentiment que c'est très utile pour eux? Je trouve ça génial. Les petits de Nîmes, leurs copains et leurs copines ont été tout à fait merveilleux. Et je crois que je suis sûr qu'ils ont bien choisi les jouets. Et je crois que le jouet, c'est vraiment la chose qui nous permet des craintes du dedans et des difficultés du dehors, de médiatiser, de servir d'intermédiaire. Et je crois que les petits d'Arménie, avec les jouets des petits Français de Nîmes et d'autres, vont pouvoir peut-être mieux dormir en oubliant la tragédie dont ils ont été victimes. Merci, docteur Marcel Ruffo. J'ai envie de vous appeler docteur Marcel Ludo, mais enfin bon, ça fait... Merci beaucoup en tout cas. Voilà, et si les trains miniatures ne vous ont pas plu tout à l'heure, peut-être que le paquebot à voile que vous allez voir vous séduira davantage. Le Lafayette a été lancé tout à l'heure au chantier du Havre. C'est le plus grand paquebot à voile jamais construit. Alors pour l'instant, bien sûr, il n'y a que la coque. Elle n'est pas encore équipée de ses mâts. Mais imaginez que ce bateau qui mesure 187 mètres de long va être équipé de 5 mâts et de 2500 mètres carrés de voilure. Il sera destiné à des croisières de luxe. Voilà, fin de cette édition du journal. Dans un instant, la météo avec Sophie Davant. Je vous retrouverai vers 23h, 23h15, je crois, pour la dernière édition, aussitôt après Apostrophe. Pendant le week-end, pour les journaux, Daniel Bilalian, Betty Duro, Philippe Gassot. Bon Noël, à lundi.